Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, au menu, beauté et séduction, oui, mais en politique. Et pour évoquer ces deux mots qui ont un lien étroit, tout d'abord François Ourmand, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous publiez Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique aux presses universitaires de France, parce que oui, et cela importe énormément, vous nous le direz dans quelques instants, et pourtant on en parle très peu. En revanche, on parle beaucoup du pouvoir de séduction de François Mitterrand. Solène de Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde et vous publiez Le Dernier Secret. C'est un secret qu'ont partagé François Mitterrand et Claire, une jeune étudiante. Vous allez nous la présenter à partir de 1988. Mais il faut d'abord que vous nous disiez comment vous avez été mise au courant de ce secret, comment vous l'avez partagé avec ces deux protagonistes. Eh bien, j'ai rencontré cette femme Claire, dont je préserve l'anonymat à sa demande, il y a une dizaine d'années, dans le cadre de mon travail. On a sympathisé, on s'est vu pas mal. Elle était donc un lien de confiance s'est créé. Et moi, à l'époque, j'étais accréditée à l'Élysée. J'ai commencé à la fin de Chirac, jusqu'à la première année du mandat d'Emmanuel Macron. Donc, je n'ai jamais croisé François Mitterrand, mais je suis toujours restée comme un peu nostalgique de Mitterrand, que je ne connais que par les livres et les témoignages, bien sûr, des Mitterrandiens, d'anciens ministres, etc. Et pour moi, Mitterrand, c'est vraiment le dernier monarque, la dernière grande figure française dans le sillage de Gaulle et aussi, on pourrait dire, de Louis XIV. Voilà, il rassemble toutes les complexités françaises, à la fois un milieu bourgeois de droite conservateur, mais il a épousé tous les idéaux de la gauche qu'il a portés au pouvoir. Bref, donc j'avais cet intérêt pour François Mitterrand. Et je pense que ça a fait écho dans mes conversations avec cette Claire. Ça a fait écho chez elle et un jour, elle a décidé de me livrer son secret. Quel est ce secret alors ? Secret qu'elle n'avait jamais partagé, dont elle n'avait plus du tout parlé depuis la mort de Mitterrand en 96. Et ce secret, c'est qu'elle a eu une grande histoire d'amour avec François Mitterrand, enfin en tout cas de son point de vue à elle, c'est la grande histoire de sa vie. Et cette histoire a duré 8 ans. Toute la durée du deuxième septennat, jusqu'à la mort de François Mitterrand. Et quand elle cherchait quelle était sa place, François Mitterrand, et pour moi c'est une des phrases clés du livre, François Mitterrand lui disait « tu resteras jusqu'à la fin ». Donc c'est pour moi la valeur aussi de ce témoignage inédit, c'est que François Mitterrand, en dépit de sa vie très encombrée, il avait 2 familles, dont une était encore cachée, il venait d'être élu pour un deuxième septennat, il était malade, il savait qu'elle allait mourir, et pour autant il a fait une place considérable à cette très jeune fille, qui avait 22 ans quand leur histoire a commencé. Il l'a associée à beaucoup de choses, il la recevait très souvent à l'Élysée, et il lui a donné une place de témoin de ces dernières années et de la fin de son règne. Et alors, pourquoi avez-vous décidé, vous, Solène de Royer, de prendre la plume, puisqu'après tout, Claire aurait pu raconter elle-même cette histoire? Alors, elle m'a dit que François Mitterrand lui avait dit « toi aussi, tu écriras comme les autres ». Et elle ne savait pas si c'était une bénédiction ou si c'était au contraire un reproche caché. Mais elle était désireuse d'écrire cette histoire. En tout cas, elle estime que ça apporte une pierre à la connaissance de François Mitterrand. C'est vrai que ça éclaire tout un pan de sa biographie. Ça dit aussi quel homme secret il était. Elle a rencontré un certain nombre de journalistes, d'écrivains, de par son travail. Et à chaque fois qu'elle a rencontré l'un d'eux, elle se disait, tiens, et pourquoi pas lui, pourquoi pas elle? Il se trouve que moi, mon intérêt pour François Mitterrand a fait écho chez elle et que notre rencontre, d'une certaine manière, a suscité chez elle le désir d'aller plus loin et de raconter enfin son histoire. Donc, ce qu'elle a fait avec vous, comment vous y êtes pris, Solène de Royer? Parce que lorsqu'on lit ce livre, Le Dernier Secret, on s'aperçoit qu'il y a bien évidemment une multitude de détails. C'est assez
précis. Est-ce que vous avez reconstitué avec elle le fil de cette relation? Est-ce qu'elle a pris des notes? Il y avait des messages laissés par exemple sur le répondeur, mais au fond, on aimerait connaître la manière dont vous avez reconstitué le fil de cette histoire. Au départ, je suis partie uniquement sur la base de ses souvenirs, de son récit. Des souvenirs qui ont été immédiatement extrêmement précis, détaillés. Moi, il se trouve que j'écrivais un autre livre sur la fin du pouvoir, sur le deuil du pouvoir. Donc, je reconstituais moi-même les derniers mois de François Mitterrand à l'Élysée. Donc, j'avais aussi la géographie du palais de l'Élysée assez clairement en tête. Et donc, ces souvenirs correspondaient totalement à ma connaissance de Mitterrand. Mais il est vrai qu'ensuite, et d'ailleurs, je lui ai un peu reproché d'avoir un peu traîné, si je puis dire, à m'apporter des documents, parce que ça a été extrêmement précieux dans la construction du livre. Elle m'a montré des agendas, tous ces agendas sur 8 ans, entre 88 et 96. Et dès qu'elle le voyait, pas à chaque fois, hein, mais souvent quand elle le voyait, elle rentrait chez elle et elle notait la date, l'heure très précise, le salon de l'Élysée dans lequel il se trouvait, et des fragments de dialogue qui sont très très beaux, qui moi m'ont bouleversée quand je les ai découverts, parce que c'est vraiment Mitterrand qui parle d'outre-tombe, et ces agendas ont été extrêmement précieux évidemment pour la reconstitution des scènes et de leurs dialogues qui avaient tous été consignés par Claire à l'époque. François Ourmand, Mitterrand peut discuter de l'esthétique de l'homme. En tout cas, on ne peut pas discuter de son pouvoir de séduction sur les femmes comme sur les hommes. D'ailleurs, c'est un bon exemple pour évoquer justement la beauté et la séduction en politique. Oui, Mitterrand, en fait, ne correspond pas, bien évidemment, aux critères traditionnels de la beauté, tels qu'ils peuvent être identifiés par un certain nombre de chercheurs, les traits néoténiques, etc. Mais il n'en reste pas moins que Mitterrand a incarné de façon assez exemplaire une figure de séducteur, et bien évidemment aussi qu'il a incarné la séduction en politique. Alors dans la vie privée, à travers, bien sûr, vous l'avez évoqué, sa vie sentimentale, relativement mouvementée qui fut la sienne, et dont les révélations que vous faites témoignent de sa capacité finalement à séduire, y compris des très jeunes femmes à l'époque. 50 ans d'écart les séparent d'âge. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que bien sûr la question de la séduction, elle est au cœur de la vie politique démocratique. Et si Mitterrand lui-même pouvait s'autodéfinir d'une certaine façon comme un séducteur, les logiques de séduction ne sont pas sans incidence aussi sur la perception que les électeurs peuvent avoir des gouvernants. Tout un certain nombre de travaux, notamment de psychologie sociale, montrent bien que s'il y a une beauté objective, celle d'Alain Delon ou celle de Brigitte Bardot, ou celle de Kennedy, ou celle de Kennedy et de Jackie, bien sûr, bien évidemment, il y a aussi une beauté subjective, c'est-à-dire que la perception que l'on peut avoir des individus, elle est aussi souvent liée à leur statut. Le statut social d'un individu conditionne la perception que l'on peut avoir de lui. Des enquêtes des expériences avaient été menées en Angleterre dans une classe d'étudiants auprès de ces étudiants. La même personne apparaissait comme un étudiant, comme un assistant ou comme un professeur d'Oxford. Et en fait, le professeur d'Oxford était crédité de 5 cm de plus que l'étudiant, alors que c'était la même personne. Donc on voit bien ici l'association qu'il peut y avoir entre les deux. Et je pense que de ce point de vue, le pouvoir politique rend beau. Mais ce n'est pas quelque chose de systématique, puisque on voit par exemple que de Gaulle à Mitterrand, il y a par exemple 2 représentations bien différentes du pouvoir. Il y a la vision hiératique chez De Gaulle, mais De Gaulle, semble-t-il, n'a pas de corps. C'est un peu paradoxal. C'était un homme très grand. Oui. Alors je pense qu'il y a malgré tout une continuité entre De Gaulle et Mitterrand. Les choses vont changer ensuite. Je pense qu'avec De Gaulle, en effet, c'est une posture présidentielle marquée par la distance, par le surplomb, par la grandeur et la hauteur aussi, parce que De Gaulle s'est joué aussi de son corps, de sa stature, pour imposer cette image de majesté politique. On le voit bien sur le portrait officiel, on le voit bien dans un certain nombre de ses déplacements. Il n'hésite pas à apparaître debout dans une limousine cabriolet, etc. Mitterrand, lui aussi, est conscient de l'importance de la construction de la majesté politique. On le voit bien à travers tous les rituels qu'il réactive, qu'il revitalise après la parenthèse giscardienne, en quelque sorte.
En revanche, depuis Mitterrand, on voit bien que la perception du corps et la perception de l'incarnation présidentielle a évolué dans le sens d'une plus grande proximité. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec François Hollande, et aussi avec Emmanuel Macron. Solène de Royer. Oui, je voudrais réagir à ce que vous disiez. Il est vrai que chez Mitterrand, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'homme privé est indissociable de l'homme public. C'est un personnage, Mitterrand, tandis que De Gaulle était un grand homme, mais uniquement vu par le prisme officiel, tandis que Mitterrand intéressé par le personnage de roman qu'il était, et ça expliquait sa réputation un peu faustienne et sa capacité de séduction, l'emprise aussi qu'il exerçait sur les femmes, mais aussi les hommes. Et c'est ça qui m'intéresse aussi chez Mitterrand, c'est-à-dire que l'homme privé est indissociable de l'homme public, et si je puis dire, le mythe personnel est super égal ou supérieur même à l'empreinte politique qu'il a laissée. Et ce que vous racontez avec Claire, Solène de Royer, c'est une très jeune fille qui va faire le siège littéralement de cet homme qui est président de la République. Ça se passe comment ? Donc Claire arrive à Paris à 18 ans et elle est fascinée par Mitterrand. C'est une grande passion politique au départ. Elle vient d'un milieu bourgeois qu'on a situé à Limoges, pas très exaltant, pas très intéressant. Et elle veut se frotter à l'histoire, se confronter à l'histoire. Elle décide de partir à la conquête de l'homme le plus protégé de France. Et avec un ami de l'université, Benoît, ils sont tous les deux étudiants, l'un en droit, l'un en économie. Ils vont, comme vous dites, faire le siège de Mitterrand. Ils vont commencer par traîner rue de Bièvre. Le soir, ils l'attendent. Et un soir, Mitterrand arrive avec son cortège, toute sirène hurlante, sort de sa voiture et ils sont tous les deux ceinturés, les deux étudiants, par des gendarmes du GSPR. Et Claire appelle le Mitterrand qui se retourne, qui les laisse approcher, et la première rencontre se fait comme ça, dans la rue de Bièvre, et ils discutent, ils bavardent un quart d'heure, et se noue une complicité entre eux, parce qu'ensuite elle va le suivre dans un certain nombre de déplacements officiels, et Mitterrand toujours les reconnaîtra, leur fera un petit signe de la main, un petit clin d'œil, un sourire, et bavardera très souvent avec eux. Se crée une complicité entre ces deux étudiants et Mitterrand, le président de la République, qui les invitera à petit déjeuner à l'Élysée 6 mois plus tard. Et alors, quand est-ce que la relation bascule dans une relation amoureuse ? Et la relation bascule bien plus tard, 4 ans plus tard, en 88. Mitterrand vient d'être réélu président de la République. Claire va faire l'ascension de la Roche de Solutré avec lui. Ils se croisent la veille dans un restaurant, et là, pour la première fois, Mitterrand la voit avec un regard différent, et il l'invite à déjeuner à l'Élysée quelques jours plus tard, et l'histoire commence à ce moment-là. Il y a aussi une forme de beauté qui n'est pas nécessairement une beauté séduction au sens où Solène de Royer l'entend pour l'histoire qui réunira Claire et Mitterrand, mais qui exerce un attrait profond sur l'électorat. C'est celle que vous racontez, elle peut être mise en scène. Et vous dites, François Ourmand, qu'elle l'a été par Emmanuel Macron. Oui, enfin, par Emmanuel Macron comme par tous ses prédécesseurs. C'est le dernier exemple. Oui, bien évidemment. Emmanuel Macron, bien évidemment, lui, il met en scène son apparence, mais comme tous les compétiteurs, il met aussi en scène son couple. Il y a tout un storytelling qui est construit par Emmanuel Macron et par son équipe de campagne autour du couple atypique qu'il forme avec Brigitte Macron. Une image qui est particulièrement travaillée et qui joue un rôle tout à fait important dans la campagne présidentielle de 2016-2017, parce que Emmanuel Macron va faire 5 couvertures de Paris Match pendant cette période, en annonce qui est considérable. Et la plupart de ces couvertures interviennent toujours à un moment stratégique de la campagne. C'est-à-dire en avril 2016, quand il se déclare potentiellement candidat. Ensuite, en novembre 2016, lorsqu'il officialise sa candidature. Et ensuite, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, lorsqu'il remporte lorsqu'il est qualifié pour le second tour, là, il pose avec Brigitte aussi, parce que c'est souvent en couple qu'il pose. Et donc, on voit bien que chacune de ces couvertures participe de la stratégie d'image et de la trajectoire d'Emmanuel Macron vers la conquête du pouvoir.
Après, il y a aussi tout un certain nombre de révélations qui ont pu être faites sur la façon dont les photos du candidat ont été photoshopées pour apparaître pour présenter le candidat comme plus séduisant. L'agence de communication qui a travaillé pour lui avait exercé tout un certain nombre de retouches. Bref, on voit bien qu'il y a un souci, comme toujours, d'offrir une plastique avantageuse face aux électeurs. Alors, le couple que forment Emmanuel Macron et Brigitte Macron est marqué par une différence d'âge, celle que vous racontez, Solène de Royer, et une différence d'âge inverse. Claire est très jeune, François Mitterrand est au crépuscule de son existence. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une différence d'âge qui heurte, parce que on dit qu'elle est en quelque sorte l'incarnation du patriarcat. Mitterrand exerçait à l'époque le pouvoir majuscule. Comment se déroulait cette relation avec un tel déséquilibre ? Alors, d'abord, vous l'avez dit un petit peu au début, hein, c'est Claire qui a voulu cette histoire. Hein, donc c'est elle qui a été chercher. C'est pas justement le vieux monarque qui repère la jeune fille dans un coin du salon de l'Élysée et qui l'a séduit. C'est elle qui l'a voulu. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. La question du consentement à cet égard. Absolument. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est important de le préciser. Et ensuite. La différence d'âge ne posait pas de problème à Claire. C'est-à-dire qu'elle en parlait à les quelques amis qu'elle a mis dans la confidence. Il y a notamment une amie à qui elle s'est confiée, qui lui a répondu de manière assez violente, ça me dégoûte. Voilà, mais elle ne l'était pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est Mitterrand qui était dérangé par la différence d'âge. Il ne l'assumait pas du tout. Et plusieurs fois, ils en parlaient très souvent, tous les deux. Il lui disait qu'il trouvait ça ridicule. À un moment, il a cette phrase, il lui dit « Est-ce que tu trouves que nos chairs s'entendent ?» Et Claire lui répond « Oui, pourquoi pas toi ?» Et il lui répond « Non, 50 ans quand même, etc. » Donc, c'était un sujet, ça faisait partie évidemment de leur histoire, de leur relation. Et ça a animé beaucoup de leurs échanges. Cette différence d'âge était évidemment un sujet. Et je vous propose maintenant d'accueillir l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et alors là, l'invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est tout simplement le duc de Saint-Simon. Et si nous avons décidé de l'inviter, c'est tout simplement pour évoquer en quoi la cour et l'image du monarque est importante par rapport à la fascination et à la séduction qu'il exerce. Une manière, François Ourmand, de nous rappeler que la beauté au sens propre, ou bien cette beauté qu'on prête au pouvoir, elle n'est pas récente. La beauté, ou la quête de beauté, parce que les deux ne sont pas nécessairement synonymes, mais en tout cas, la volonté d'embellir le prince, quelle que soit sa nature, est une constante du pouvoir politique. Xénophon, déjà, dans l'Antiquité, évoquait la politique de l'éclat, et on voit bien que cette politique de l'éclat, elle s'impose à Versailles sous le règne de Louis XIV. Tous les arts sont mis à contribution pour glorifier le monarque. Et le portrait célèbre de Hyacinthe Rigaud, peint en 1701, montre un Louis XIV rayonnant, avec des jambes de jeune homme. On sait que Louis XIV pratiquait le ballet assidûment dans sa jeunesse. C'est une vision idéalisée du prince, enfin du roi, bien éloignée de la réalité. À l'époque, Louis XIV est un vieillard, il a plus de 60 ans, il a le visage parsemé de taches de la variole, il est édenté, il a perdu tous ses cheveux, enfin là il porte une perruque évidemment, et la plupart du temps, Saint-Simon le note aussi, qu'il est dans un fauteuil à roues. Donc on voit bien une image totalement dégradée du monarque, mais en même temps sa représentation est totalement idéalisée. Pourquoi ? Parce qu'évidemment à la cour, il y a un devoir le poids des apparences est contraignant. Les règles de l'étiquette ont structuré sous Louis XIV la vie à la cour et ont codifié les attitudes et les postures des courtisans, mais du roi lui-même. Rien de fortuit, rien d'anodin dans cette société de cour que dépeint aussi Norbert Elias dans un autre registre. Le sociologue Norbert Elias. Solène de Royer, le fait de recueillir les confidences de Claire, vous qui êtes journaliste politique, qu'est-ce que ça vous a appris en plus sur le monde politique ? Sur le monde politique, je ne sais pas. Ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est que le secret était gardé. Donc c'était une autre époque. Aujourd'hui, et on l'a bien vu avec François Hollande, ou même plus récemment avec
Éric Zemmour. Cette histoire ne pourrait plus exister. On était avant les réseaux sociaux, avant les téléphones portables. Le président, comme Mitterrand, pouvait se promener dans Paris, aller faire les bouquinistes au bras, en tout cas symbolique d'une très jeune fille, sans être démasqué aussitôt. Ça dit aussi... Peut-être qu'il était protégé par la différence d'âge, comme vous l'évoquez. La différence d'âge les protégeait, bien sûr, puisque personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait s'agir de deux amants. Voilà, mais à l'Élysée, là aussi, vous le racontez, Solène de Royer, les gens savaient. Alors pas tous. Certains gardes du corps, certaines secrétaires, certains conseillers, mais pas tous. Ceux qui savaient à l'Élysée ne l'ont pas dit, le secret n'a pas été inventé. Le secret n'a pas été inventé. Et ça dit aussi beaucoup de François Mitterrand. La légende mitterrandienne était aussi faite de cette part de mystère, de secret. Et on se souvient de ce que disait André Rousselet, l'un des meilleurs amis de François Mitterrand, à la fin de sa vie, quand il était interrogé sur que connaissez-vous de la personnalité de Mitterrand, il répondait, je crois, à peine 10%. Donc ça en dit long sur le secret qu'incarnait cet homme. François Ourmand, vous regrettez la place que la beauté a prise dans le débat politique? Bon, je ne sais pas si... Alors ça se lit peut-être en filigrane, c'est pas... En tout cas, vous considérez qu'il y a une tendance à une invasion. Oui. Disons, il y a toujours eu une volonté, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'embellissement du prince, d'embellissement du roi, du président, etc. Mais pour Louis XIV, il n'avait pas à être élu, donc... Voilà, c'est ça, il n'avait pas... Mais c'était constitutif de la fonction ou de l'incarnation du rôle, cette beauté institutionnalisée. C'était une forme de beauté d'institution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que avec la fin des grands récits idéologiques qui ont structuré le XXe siècle, on a assisté à l'émergence de micro-récits. Comme avec le déclin des partis politiques, on assiste à l'essor des auto-entrepreneurs qui réussissent d'ailleurs avec un succès tout à fait incomparable. Pensez à Emmanuel Macron, regardez aujourd'hui Zemmour, etc. Donc on voit bien une mutation majeure qui s'opère et en même temps, tout cela se fait évidemment au détriment de la dimension plus programmatique, de la dimension délibérative de la démocratie. Mais justement, parmi les noms que vous citez, que vous ne citez pas d'ailleurs, peu importe, on voit que une personne dont le physique n'est pas nécessairement exemplaire peut être élue. Je dis ça parce que j'ai été très choqué par les mémoires de Barack Obama, où il évoquait en des termes assez crus le physique de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas à son goût. Et on voit cela, justement, votre... Alors, évidemment, on se rend compte que tous les présidents élus ne correspondent pas à des critères de beauté plastique. Et c'est une chance, hein, heureusement. Oui. Même si toutes les enquêtes montrent la plus-value qu'accorde la beauté sur le marché matrimonial, sur le marché professionnel et bien évidemment aussi sur le marché politique. Mais, encore une fois, la beauté, s'ils ne sont pas tous beaux, en tout cas, ils travaillent leur apparence pour embellir leur silhouette, pour offrir une silhouette plus avantageuse, plus conforme aux normes de sveltesse. On se souvient du régime de François Hollande, plus conforme aux normes de santé, de jeunesse, parce que ce sont là tout autant de critères qui sont constitutifs de la beauté contemporaine. Solène de Royer, le dernier secret, c'est un peu la dernière pierre apportée à ce portrait de François Mitterrand en séducteur. Oui, tout à fait. Ça alimente la légende du Mitterrand Casanova. Mais pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que Mitterrand était obsédé par la postérité, par l'histoire, et sculptait en permanence son profil au regard de l'histoire. Il écrivait sa légende, et d'une certaine manière, avec cette jeune Claire, il a écrit le dernier chapitre au roman de sa vie. Il ne l'a pas voulu, cette histoire, il ne l'a pas calculée, mais dès lors qu'il y a consenti, il en a fait quelque chose dans une sorte de geste littéraire, esthétique presque, puisque ce dernier chapitre au roman de sa vie l'inscrivait dans la filiation de grands hommes qu'il admirait. On pense bien sûr à Clémenceau et Marguerite, Lettre à une amie, Clémenceau qui était amoureux d'une jeune femme, d'une femme de 40 ans, mais qui avait 40 ans de moins que lui. Il lui a écrit ces lettres magnifiques publiées chez Gallimard. Et Mitterrand parlait sans arrêt à cette jeune Claire
de Clémenceau et de Marguerite, mais aussi de Victor Hugo et de Blanche Lanvin, qui avait 21 ans, tandis que Victor Hugo était très âgé. Et j'ai découvert ensuite, il était très admiratif de Montaigne, et j'ai découvert, après malheureusement avoir terminé le livre, donc sinon je l'aurais ajouté, mais Montaigne a eu une histoire similaire avec une femme qui s'appelait Marie de Gournay, qui avait 18 ans, qui a lu les essais de Montaigne, qui a été éblouie par les essais et qui s'est mise en tête, au même âge que Claire, à 18 ans, elle s'est mise en tête de rencontrer Montaigne, ce qu'elle a fait plusieurs années plus tard. Et ils ont eu une grande amitié amoureuse, dont on ne sait pas très bien si elle est restée platonique ou pas. Mais voilà, je pense que Mitterrand avait tous ces exemples en tête. Et vivre cette histoire avec Claire, en sachant certainement qu'un jour elle raconterait, ça faisait partie de sa légende, voilà, du personnage que, comme vous le disiez tout à l'heure, la médiation littéraire qui est très intéressante dans votre livre, le rapport de François Mitterrand à la littérature. Votre livre s'ouvre sur la vente aux enchères de sa bibliothèque et il se termine sur plus ou moins sur les rayons vides de la bibliothèque de l'Élysée lorsque François Mitterrand quitte le pouvoir. Et c'est tout à fait exemplaire. Tout cela est à retrouver dans votre livre, Solène de Royer. Le dernier secret, c'est aux éditions Grasset, et celui de François Ourmand, Pouvoir et beauté aux presses universitaires de France. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.